En France, une personne sur 6 vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1300 € par mois, alors que de l'autre côté, les 15% les plus riches, eux, touchent plus de 3500 € par mois. En disant ça, on pourrait croire que les plus aisés gagnent 3 à 4 fois plus que les plus modestes. Cependant, s'arrêter aux revenus serait une grave erreur car deux personnes avec le même salaire peuvent avoir deux réalités totalement différentes. L'une peut avoir 2 enfants à charge alors que l'autre a hérité d'une grosse somme. C'est pour ça que l'important, c'est le patrimoine, c'est ce que tu possèdes, que ce soit ton épargne, ton immobilier, tes investissements. Et là, l'écart est vertigineux. On n'est plus à un rapport de 3 ou 4. On n'est pas à 10, on n'est même pas à 50. Non, on est à 300. Tu as bien entendu, les 15% les plus riches ont un patrimoine 300 fois supérieur à celui des 15% les plus modestes. Mais alors, comment ces niveaux de richesse impactent-ils la vie quotidienne des Français, mais aussi où se place la France par rapport aux autres pays? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui via 5 histoires de personnes vivant chacune dans un niveau de richesse différent. Mais avant de plonger dans la vidéo, j'ai envie de te poser 2 questions. Voyons si tu fais partie des rares qui arrivent à trouver les bonnes réponses. Première question, comment a évolué le taux de pauvreté en France depuis le début des années 2000? Est-ce qu'il a augmenté? Est-ce qu'il a globalement stagné? Ou est-ce qu'il a diminué? Et deuxième question, combien y a-t-il de millionnaires en France? Environ 300 000, environ 1 million ou environ 3 millions? Note bien tes réponses, on y reviendra plus tard et commençons tout de suite par rencontrer notre première personne. Faisant la rencontre de Marie, une mère célibataire de 35 ans, vivant avec ses 2 enfants à La Réunion. Avant, Marie, elle menait une vie simple mais stable de femme au foyer. Mais après le divorce, tout a changé. Plus personne pour partager les charges, plus personne pour s'occuper des enfants. Marie a dû se débrouiller seule. Aujourd'hui, elle travaille à temps partiel dans un supermarché. Elle touche 980 € net, RSA compris. Marie est pauvre. C'est pas une pauvreté ressentie, c'est une pauvreté officielle. Marie vit sous le seuil de pauvreté fixé par l'INSEE comme presque 10 millions de Français. Sauf que Marie, cette pauvreté, ce n'est pas que elle qui la ressent, c'est tout son entourage qui l'a subi. Parce qu'en France, on a une personne sur 6 qui est sous le seuil de pauvreté, mais à La Réunion, c'est une personne sur 3 qui est considérée comme pauvre. Et même si cette statistique peut faire froid dans le dos, les chiffres sont encore plus troublants. Dans d'autres départements d'outre-mer, notamment en Guyane, où 53% de la population vit sous le seuil de pauvreté, et encore pire, à Mayotte, là, 77% des gens sont considérés comme pauvres, selon l'INSEE, c'est-à-dire plus de 3 personnes sur 4. Et même si ces chiffres sont déjà impressionnants, il ne faut pas oublier un autre facteur aggravant. Dans les départements d'outre-mer, tout est plus cher qu'en métropole. C'est-à-dire que Marie, en plus de partir avec peu, elle doit dépenser encore plus. Et malheureusement, ses revenus ne suffisent pas à subvenir aux besoins de sa famille. Entre le loyer, la nourriture, l'électricité, Marie ne peut pas finir le mois. À chaque fin de mois, c'est la même histoire. Elle doit choisir entre acheter la nourriture ou payer son loyer. Et malgré les multiples privations, elle ne peut pas. Elle est obligée de passer notamment par des associations de dons alimentaires pour survivre. Côté patrimoine, c'est pire. Marie est à découvert. Son patrimoine net est de moins 1473 € et ça, c'est pas à cause d'achats compulsifs, c'est pas pour se payer de loisirs, non, c'est à cause de crédits de survie pour payer des factures, remplacer un frigo ou payer les fournitures scolaires de ses enfants. Je pense que c'est un bon moment pour répondre à notre première question. Comment a évolué le taux de pauvreté en France depuis les années 2000? Et non, malheureusement, il n'a pas diminué, il ne s'est même pas stabilisé. Non, il a augmenté et c'est encore pire, il a atteint son taux le plus haut depuis 1996. C'est-à-dire qu'en 30 ans, malgré de nombreuses réformes politiques et toutes les révolutions technologiques et industrielles, on n'est pas capable de faire baisser le taux de pauvreté en France. Souhaitons bon courage à Marie et allons voir comment on vit au niveau de richesse juste au-dessus. Voici Florent, un serveur dans un café animé du centre de Lille. Il est toujours souriant, là à faire des petites blagues aux clients. Bref, il adore son métier. Mais une fois le service terminé, le décor change totalement. Florent rentre chez lui dans son petit studio de 23 mètres carrés. 23 mètres carrés, c'est un peu serré, surtout quand on a envie d'inviter sa copine ou ses amis à boire un coup. Mais Florent, il a pas vraiment le choix. Il touche seulement 1500 € par mois, soit à peine plus que le SMIC. Ce salaire, même si c'est pas une honte pour lui, il sait que c'est typique dans le domaine de la restauration de toucher environ le SMIC. Par contre, il sait aussi que ce n'est pas une sécurité. Parce que Florent, ses dépenses, il les connaît par cœur. 470 € le loyer, 250 € pour manger, 100 € pour l'électricité et le téléphone, 150 € pour les sorties, 100 € d'essence pour aller au travail, et puis ensuite une centaine d'euros pour tout ce qui est assurance, Netflix, salle de sport. Et avec ça, il lui reste entre 100 et 200 € à la fin du mois. Pas si mal, mais ça, c'est avant qu'un imprévu arrive. L'année dernière, Florent a eu un souci sur sa voiture, et le problème, c'est que pas de voiture,
pas de travail pour Florent. Donc il a été obligé d'aller chez le garagiste et la facture a été salée moins 950 €. Adieu les économies. Florent fait partie de ces 24 millions de Français qui vivent entre le seuil de pauvreté et le seuil de vie médian, c'est-à-dire avec des revenus entre 1288 € et 2180 €. Et son patrimoine, il est d'environ 10 000 €, principalement logé sur un livret A, et cet argent, il vient des économies que Florent fait chaque mois et aussi de l'argent que ses parents lui donnent à Noël, aux anniversaires, etc. Florent, il sait que 10 000 € c'est mieux que rien, mais que ses économies restent quand même très fragiles. Dans tous les cas, Florent représente 34,6% des Français, c'est-à-dire plus d'un tiers de la population. Ces millions de Français qui travaillent dur, font les bons choix, mais pour qui rêver est un luxe. Passons maintenant de l'autre côté de la médiane et rentrons dans le top 50% des Français qui gagnent le plus. Voici Sofiane, 30 ans, conseiller bancaire à Lyon, il a un costume bien taillé, sa barbe est nickel et il est toujours à l'écoute de ses clients. Sofiane, il adore son métier, mais ce qu'il aime encore plus, c'est la vie hors du travail. C'est un vrai fêtard, entre bar, rooftop, concert, il adore sortir, c'est un vrai citadin. Côté logement, il vit seul dans un T2 lumineux du 3e arrondissement de Lyon. C'est un peu cher par contre, 720 € par mois, mais Sofiane, il est ok avec ça parce qu'il préfère rester à l'endroit de la ville où ça bouge. Et au final, même si ça peut paraître un peu cher, pour Sofiane, c'est pas un réel problème. Son salaire est de 2800 € net par mois, il est nettement au-dessus de la médiane nationale, ce qui le fait intégrer le groupe de ces Français qui sont à l'aise financièrement sans pour autant être riches. Côté dépenses, on va vite voir que Sofiane est un bon vivant, il a un budget de 400 € par mois qui est alloué uniquement aux sorties. Par contre, côté courses, un budget de seulement 150 € par mois. Comment il fait Sofiane? C'est pas dur, il ne cuisine quasiment jamais, il vit via Uber Eats, plus de 200 € de facture chaque mois. Et en plus de ça, il y a les dépenses pour les abonnements classiques, téléphone, électricité, transport, on va aussi avoir le petit Netflix et la salle de sport. Et malgré toutes ces dépenses, Sofiane, il arrive à dégager pas moins de 600 € par mois. Et du coup, côté patrimoine, ça se ressent. Son patrimoine est de 60 000 €. On va avoir une partie sur le livret A, mais aussi une grosse partie sur l'assurance vie qu'il a contractée auprès de la banque dans laquelle il travaille, et aussi quelques crypto-monnaies conseillées par des amis. Financièrement, Sofiane est solide. Il n'est pas riche, mais globalement, il ne court aucun risque. Il est en contrôle et contrairement à Florent et Marie, il est à l'abri de tout imprévu. Sofiane fait partie de la classe moyenne haute et comme 28 millions de Français, il a un salaire compris entre 2180 et 4360 € par mois. Et comme beaucoup dans ce groupe, le salaire de Sofiane ainsi que la sécurité apportée par son contrat lui ouvrent les portes de l'emprunt. Il pourrait globalement s'endetter sur 25 ans et acheter un appartement à Lyon dès maintenant, mais il ne le fait pas parce qu'il pense que les taux vont baisser dans le futur, donc il préfère être patient pour faire une bonne affaire. Tout ce qu'il sait, c'est quand le moment viendra, il pourra sauter le pas. Disons au revoir à Sofiane et allons à la rencontre d'un couple qui aurait pu faire l'achat de cet appartement sans trop de soucis. Voici Elodie et Marc, un couple de 45 ans vivant à Aix-en-Provence. Elodie, elle est avocate spécialisée dans le droit des affaires, alors que Marc, il est chirurgien dentiste. Leur vie dans cette ville ensoleillée est confortable, elle est marquée par des dîners entre amis et aussi des escapades dans leur maison de vacances avec leur fils de 9 ans. Ensemble, Elodie et Marc gagnent 11 000 € net par mois, ce qui les place bien entendu parmi les Français les plus riches et quasiment dans le top 1% qui est à 13 520 € quand on parle d'un couple avec un enfant en bas âge. Niveau budget, ce n'est plus le loyer qui est la plus grosse dépense, mais bien le remboursement du crédit pour leur grande maison à Aix-en-Provence qui leur coûte pas moins de 5 000 € par mois. Et à côté, on peut noter 350 € pour la facture, 800 € pour les loisirs, 450 € pour ce qui est jardinier, femme de ménage et 400 € pour les diverses factures. Après toutes ces dépenses, il leur reste pas moins de 4 000 €. Ils mettront 3 000 € sur des investissements sur leur assurance vie et de l'autre côté, ils garderont 1 000 € pour les imprévus et aussi pour préparer leurs prochaines vacances. Elodie et Marc font partie des 6,4% des Français qui sont caractérisés de riches, c'est-à-dire qu'ils touchent plus que le seuil de richesse tout en n'ayant pas encore atteint le top 1%. Leur patrimoine net est de 1 500 000 € en comptant leur maison principale, leur résidence secondaire et aussi leurs divers investissements. Ils profitent de belles vacances à l'étranger et de loisirs coûteux et globalement, Elodie et Marc, leur plus gros problème, c'est la taxation. Comment essayer de préserver leur patrimoine pour en profiter le plus possible. Cependant, même en doublant leur salaire, Eric et Marc n'arriveraient pas au niveau de vie de la prochaine personne que je vais vous présenter. Voici Philippe, 55 ans, qui vit dans un appartement somptueux à Monaco, avec bien sûr vue sur la mer Méditerranée. Philippe, il a hérité de la fortune familiale, issue d'une grande entreprise industrielle fondée par son grand-père, et aujourd'hui, globalement, il gère ses investissements et profite d'une vie de luxe. Il dispose de 20 000 € net par mois, la majorité de cette somme provenant de ses investissements immobiliers et boursiers, et le tout le plaçant largement au-dessus du seuil du top 1%. Pour te donner une meilleure idée, le patrimoine de Philippe s'élève à 10 millions, entre une propriété à Monaco, une à Paris, une à
Saint-Tropez et aussi ses investissements boursiers, il a construit une véritable fortune. Niveau budget, il inclut 6 000 € globalement pour ses logements, que ce soit l'entretien, jardinier, assurance, tous les coûts qui en découlent aussi. On a 2 000 € pour les loisirs. Quand on gagne 20 000 € par mois, on peut un peu se faire plaisir. Et le reste, on a 7 000 € qui va partir sur des investissements pour continuer à faire grossir son portefeuille. Philippe fait partie des 670 000 Français du top 1%. Ce même 1% qui détient pas moins de 15% du patrimoine total français. Philippe profite de sa vie, mais sans parfois déconnecter des réalités quotidiennes. D'un côté, il possède un yacht et collectionne les voitures de luxe, mais il est conscient des critiques qui sont émises envers les héritiers. C'est pour ça que chaque mois, il va donner entre 2 000 et 3 000 € à des associations caritatives. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur Philippe, je pense que c'est le bon moment pour répondre à la deuxième question que je t'ai donnée en début de vidéo. Combien y a-t-il de millionnaires en France? Et la réponse, c'est 3 millions de millionnaires en France. Et oui, c'est beaucoup, à tel point que la France est le 3e pays avec le plus de millionnaires au monde, derrière la Chine et les États-Unis. Cette statistique, avec tout ce qu'on a vu avant, ça m'a fait me demander, la France paraît inégalitaire, certes, mais comment elle est par rapport aux autres pays? Pour mesurer ces différences, on va utiliser un outil qui s'appelle le coefficient de Gini, qui permet de mesurer les inégalités de revenus après impôts et redistribution, et il va nous donner un résultat entre 0 et 100, 0 symbolisant un équilibre parfait et 100 l'inégalité totale. Pour te donner une idée, la répartition en France, elle ressemble à ça, ce qui donne un coefficient de Gini de 30. Bon, on est d'accord, ça parle pas trop, donc on va prendre 3 autres pays, histoire de comparer. On va prendre les États-Unis, l'Inde et le Brésil. Étonnamment, le pays se rapprochant le plus de la France selon ce critère est l'Inde, qui a un coefficient de Gini de 34. Et ça pourquoi? C'est parce que l'Inde est un pays globalement pauvre où les classes populaires représentent la majorité de la population. Par contre, les élites sont nettement plus riches que le reste et les 10% les plus aisés disposent de 55% des revenus. On passe à un autre niveau avec les États-Unis qui ont un coefficient de Gini de 40 et ça s'explique comment? Et même si c'est un pays développé comme la France, il y a un système de redistribution qui est beaucoup moins fort aux États-Unis. Il y a moins de taxes, il y a moins d'impôts, ce qui fait que les écarts de salaire sont beaucoup plus marqués et les écarts entre classes sont significatifs. Cependant, ces écarts ils sont bien moins significatifs que dans notre 3e pays, le Brésil. Ce dernier a un coefficient de Gini de 51,6. Et pour te donner une idée de à quel point les revenus sont concentrés, là-bas, les 10% les plus aisés touchent 60% des revenus, alors que 25% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et pour te donner un exemple réel, en France, un ingénieur il va gagner globalement entre 1,5 et 3 fois le SMIC, alors qu'au Brésil, un ingénieur il va gagner entre 5 et 20 fois le salaire minimum. Et ces 3 comparaisons, elles montrent que même si la France est loin d'être parfaite, elle s'en sort plutôt pas mal, notamment du fait d'un système de redistribution assez agressif. Les riches s'en plaignent souvent, mais c'est ce qui permet dans ce pays de lisser les écarts entre les classes. Et d'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo pour explorer les différents niveaux de richesse dans le monde entier, n'hésite pas à me le signaler en commentaire. Et en attendant, n'oublie pas de t'abonner pour rien rater à la suite. Je te dis à la prochaine, ciao.